Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e cours de philosophie générale consacré à la notion d'inconscient. Il s'agira de mon dernier cours audio officiel sur ce sujet passionnant pour le moment et d'un cours assez spécial car je vais tenter de fournir une réflexion un peu personnelle, un peu plus que d'habitude sur ce sujet, tout en convoquant un texte très peu connu et passionnant. Il va s'agir de l'ouvrage De la volonté dans la nature de Schopenhauer. En effet, j'ai déjà abordé dans une longue vidéo des aspects fondamentaux de la théorie schopenhauerienne de l'inconscient, mais je n'avais pas abordé les aspects les moins métaphysiques, si on peut dire, de sa théorie, et les plus solides d'un point de vue strictement épistémologique et empirique. C'est donc le moment ou jamais de vous faire découvrir ce texte, et j'espère que vous allez apprendre des choses et trouver ça intéressant. Évidemment, ensuite, je ferai un petit récapitulatif des différentes approches que l'on aura traitées à propos de la notion d'inconscient. La dernière fois, vous vous souvenez que l'on a procédé à un détour par le système hegelien qui faisait la part belle à une potentielle critique d'un inconscient individuel ou collectif, et l'on a vu qu'il était possible de critiquer l'inconscient freudien à partir de son caractère faussement individuel et pris dans une intériorité qui serait insondable en totalité. L'inconscient devant nécessairement se révéler en totalité pour Hegel dans un processus d'extériorisation à travers l'événement, en l'occurrence dans sa perspective très particulière au sein de l'événement historique. On a vu que l'aspect le plus original et intéressant, mais aussi contestable, de la thèse de Hegel, c'était qu'il inversait complètement les rapports que la psychologie développera plus tard dans la droite lignée de Schopenhauer, à savoir que selon lui l'inconscient serait relatif à une force métaphysique rationnelle dont nos passions ne sont que des outils nécessaires à sa réalisation. Pour Hegel, c'est le rationnel et le réfléchi qui se tiendraient sous le pulsionnel et l'instinctif. Pour prouver ça, on a vu qu'il se basait sur une pétition de principe qui est que le réel est rationnel, et donc il faut supposer que celui qui agit de façon immorale, sans s'en rendre compte, est l'instrument d'un progrès historique qu'il peut pressentir, mais ne peut parvenir à réaliser à cause de la limitation de sa conscience au temps présent. On a renvoyé dos à dos cette théorie, ainsi que celle de Freud, dans la mesure où l'une comme l'autre font intervenir des pétitions de principe, ou en tout cas des lectures réductrices du moteur même d'un inconscient dit dynamique. La rationalité qui veut s'accomplir par son contraire chez Hegel, et la recherche du plaisir chez Freud. J'ai surtout développé la critique de Hegel la dernière fois, qui est en partie celle de Schopenhauer, mais il y en a d'autres qui sont plus intéressantes et encore plus puissante en termes d'argumentation. Je me retiens d'en parler ici pour en garder sous le coude pour une autre vidéo, à savoir qu'il était arbitraire d'étendre la raison à l'entièreté de la réalité et d'en faire un principe moteur se cachant derrière nos pulsions, dans la mesure où la raison n'est qu'une faculté mineure à l'échelle de l'entièreté du réel. En effet, le particulier ne peut servir à expliquer un ensemble plus grand que lui-même. En l'occurrence, la raison ne concerne que les êtres qui en sont dotés, nous, et encore j'ai déjà rencontré certains ou certaines abrutis qui m'ont mis un gros doute là-dessus. Le principe d'un jugement de connaissance, comme je l'avais déjà expliqué une fois avec Kant, c'est d'inclure des cas particuliers à partir d'une règle générale. Or, ce qui est rationnel dans le réel reste mineur par rapport au fonctionnement du vivant et de l'ensemble des espèces, mais je vais développer ce point plus en profondeur ici et dans une autre vidéo. La critique que je propose de faire de Freud, en ce sens, je réhabilite courageusement Schopenhauer face à ce dernier, c'est que son hypothèse, paradoxalement, est elle aussi trop réductionniste pour rendre compte de ce qu'il nomme, en tout cas trop réductrice, c'est plus ça le terme adéquat, pour rendre compte de ce qu'il nomme la libido, comme moteur de nos pulsions de plaisir provenant de notre inconscient. En effet, dire que la conservation des espèces comme finalité suprême de l'existence et fond de nos pulsions sexuelles et sentimentales est réducteur par rapport à la recherche de la joie ou du plaisir part, à mon sens, d'une erreur de jugement, du même type que celle que j'ai relevée chez Hegel, à savoir
expliquer un ensemble plus grand à partir d'un cas particulier mineur au sein même de la réalité, ou qui pourrait toujours être rattaché à un ensemble plus grand que lui. Pour le dire simplement, de façon moins technique et concrète, ce que la psychiatrie a considéré comme des déviances, le sadomasochisme ou l'homosexualité, aujourd'hui on peut dire que l'homosexualité s'en tire plutôt bien et est largement moins marginale que la première, liées à la recherche du plaisir peuvent toujours se comprendre par rapport à la conservation des espèces comme finalité davantage englobante. En effet, bon nombre de nos pratiques sexuelles, sans même aller chercher l'homosexualité ou le sadomasochisme qui ne visent pas la conservation de l'espèce, peuvent s'entendre comme des moyens d'excitation en vue d'une éventuelle reproduction à venir. De plus, il est tout à fait possible de considérer que ce que la psychiatrie considère comme déviant, comme ce qui se détourne d'une finalité purement biologique et animale, peut être vu comme une régulation salutaire de l'espèce humaine. Vu le nombre de personnes présentes sur Terre, on peut s'estimer heureux que pas tout le monde soit en mesure de donner naissance à un enfant de façon naturelle. On a déjà du mal à vivre tous ensemble, donc il est tout à fait possible de considérer que ces tendances non reproductrices sont les résultats de pulsions inconscientes liées au fameux vouloir vivre que développe Schopenhauer dans sa théorie. Je ne vais pas revenir dans le détail sur le vouloir vivre, j'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, si vous ne les avez pas déjà vues, mais en gros, ce qui nous est commun à nous en tant qu'êtres humains, c'est que nous voulions vivre, et nous partageons cela avec le reste du règne animal par ailleurs. La raison, en revanche, non, c'est une spécificité de l'évolution du vivant qui nous caractérise seulement nous. De fait, vouloir ressentir de la puissance, du plaisir, ou du plaisir, même si cela s'oppose à notre conservation individuelle ou peut s'y opposer frontalement, ou à la conservation de l'espèce entière, ne peut pas être entièrement détourné de la conservation. Quelqu'un d'impuissant, de triste, d'amer ou qui ne ressent aucun plaisir, n'ayant plus goût à la vie justement, eh bien, mais il va pas se conserver. Il est donc possible de rétorquer à Freud que la recherche du plaisir n'est qu'un moyen en vue d'une finalité plus grande, qui est celle de la survie et également de la perpétuation de l'espèce, car c'est elle, nous l'avions déjà vu, qui permet la survie de l'humanité et sa pérennité. Nous sommes donc inconsciemment déterminés par nos pulsions et nos instincts qui trouvent racine dans ce que Schopenhauer nomme la volonté, force métaphysique aveugle qui possède un primat sur notre représentation du monde et qui nous conditionne à vouloir ce que nous voulons. On a vu aussi que c'était parce qu'il y a une supériorité du vouloir sur l'intellect que nos idées nous parviennent parfois de manière rapide et fulgurante, sans que nous ayons le temps d'y réfléchir, et qu'une bonne partie de nos actes étaient déterminés par des réflexes inconscients et mécaniques. Toutefois, on a vu aussi que l'on risquait alors de confondre instinctif et inconscient, que la psychologie avait au moins le mérite de proposer de situer l'inconscient au niveau psychique dans les tréfonds de notre propre conscience. Le problème, c'est que d'un point de vue scientifique, le ça et le surmoi ne correspondent à rien, et qu'il s'agit seulement d'hypothèses en un sens herméneutique, comme on l'a déjà vu, et surtout que l'on a du mal à voir à quelle réalité pourrait potentiellement correspondre un psychisme scindé en deux, l'esprit n'étant pas matériel par définition. La question que je me pose à présent, à partir de tout ceci et que je vous propose, c'est la suivante. L'inconscient est-il nécessairement psychique, et est-ce si absurde que cela de le penser sur le modèle de ce qui est instinctif, ou plus précisément, ce qui précéderait ontologiquement et chronologiquement le contenu de la conscience? D'après moi, absolument pas, et je pense que c'était une erreur de penser l'inconscient d'un point de vue spatial comme se situant dans la conscience même, sans aucune donnée empirique précise qui soit d'ordre corporel. Il ne va pas s'agir pour moi d'effectuer un retour à Descartes, bien sûr, car l'on a vu qu'il manquait à la théorie cartésienne l'approche moderne, dynamique de l'inconscient. La théorie que je vous propose de découvrir ici avec moi, c'est celle d'un inconscient physiologique qui a été sérieusement théorisé au XIXe siècle et abandonné pour des raisons somme toute arbitraires à ma connaissance.
Je les ai évoqués plus haut et dans mes autres vidéos, mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les faire savoir, ça m'intéresse. Il y a à mon sens une double erreur à ne pas commettre avec Schopenhauer. La première, c'est de renoncer à le lire à cause de divers a priori ou de le voir comme un auteur de seconde zone. La deuxième, c'est de le prendre pour un énième métaphysicien à la mort moelle-neu qui n'en avait rien à faire des sciences de son époque et qui se contentait de parler sur un ton très grave et pesant du non-sens de l'existence. Ce à quoi il est très souvent réduit, le pauvre malheureux. Concernant la première erreur, il suffit d'aller écouter mes autres vidéos consacrées à sa pensée riche et féconde pour la dissiper, ou de le lire purement et simplement, ce que j'encourage toujours mes chers auditeurs et auditrices à faire. Je vous conseille de le faire si vous avez déjà un certain bagage philosophique et n'êtes pas un élève de terminale ou un novice en la matière, évidemment. Concernant la deuxième, de toute façon, il y a très peu de philosophes dont je conseillerais la lecture à quelqu'un qui n'a pas encore certaines bases. C'est pas forcément très accessible la philosophie quand on n'a pas déjà eu des cours qui simplifient pas mal les textes. Concernant la deuxième erreur, je me propose de la dissiper sans plus tarder, en vous parlant plus en détail de ce fameux ouvrage qu'est La volonté dans la nature de Schopenhauer, ainsi que sur son contexte de parution au niveau historique et scientifique. L'ouvrage de la volonté dans la nature, qui est publié en 1838, est un ouvrage clé dans la pensée de Schopenhauer, un des plus compliqués par son sujet, car il fait le lien de façon explicite entre sa théorie métaphysique et les théories scientifiques de son temps, notamment celles des biologistes et physiologistes. Je vous donne quelques exemples qui vont servir de base pour mieux comprendre la théorie de Schopenhauer, comme ça vous verrez qu'on n'a pas affaire à un métaphysicien déconnecté du réel. Et il y a au moins trois grands noms que l'on peut évoquer: Marshall Hall, Cabanis et Bichat. Bichat développe une idée célèbre dans son ouvrage Recherche physiologique sur la vie et la mort, première partie, article 1, dont on peut deviner qu'elle a exercé une certaine influence sur le vitalisme de Schopenhauer. Il nous dit, je cite, on cherche dans des considérations abstraites la définition de la vie. On la trouvera, je crois, dans cet aperçu général, la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Fin de citation. Ce qui revient à dire que pour Bichat, la vie est un élan qui se manifeste par une opposition permanente à ce qui lui résiste, et peut donc être pensée en termes d'effort. Elle est une poussée instinctive qui ne vise rien d'autre qu'à se conserver elle-même. Cabanis, quant à lui, défend l'idée d'une doctrine de la sensibilité inconsciente dans ses rapports du physique et du moral de l'homme, deuxième volume. Il nous dit: nous reconnaissons, écrit-il donc, que dans les animaux les plus parfaits, les organes auxquels sont confiées les différentes fonctions principales se divisent et se regroupent en systèmes distincts, mais que ces divers systèmes, unis par de nombreux rapports et destinés à remplir un but commun, restent subordonnés les uns aux autres, suivant certaines lois particulières, et que leurs opérations se coordonnent ou qu'ils sont tous entraînés par un mouvement général et que leurs opérations se coordonnent donc, c'est-à-dire en fait, si vous voulez, l'opération par exemple, du système, on va dire, respiratoire, eh bien, il est coordonné à celui du système digestif. C'est-à-dire que les fonctions sont différentes, mais il y a une coordination qui fait que les fonctions différentes de l'organisme fonctionnent comme si au nom d'un seul, vous voyez? Au nom de l'organisme tout entier. Donc il nous dit ensuite: «Telle paraît être la perfection de l'organisation vivante». En gros, ce que veut dire Cabanis ici, c'est que notre organisme donc, comme je l'ai dit, est composé de plusieurs organes, eux-mêmes fonctionnant à la façon d'un système distinct. Notre système respiratoire ne se confond pas avec notre système digestif, par exemple, et encore heureux, sinon on n'aurait pas, très bonne haleine, ha. Encore qu'il me semble que, ceux qui ont des problèmes de foie ont mauvaise haleine justement, donc
il y a peut-être quand même certains liens qui sont faits, ce qui tendra à prouver que bah, justement tout est lié. Mais malgré le fait que nos poumons, nos intestins ou notre cerveau, en tout cas, fonctionnent séparément, c'est ça que je pense qu'il faut surtout comprendre, et un mode de fonctionnement différent et soient délimités à un endroit précis du corps, ils ont en commun de fonctionner ensemble de façon complémentaire à partir d'une seule et même force puisqu'ils fonctionnent simultanément. Et heureusement, sinon on serait bien embêté, hein. Force que Schopenhauer traduira comme la volonté. Les physiologistes et biologistes de renom que sont Bichat et Cabanis font donc d'une force liée à la conservation de l'individu et par extension de l'espèce un élément décisif permettant le fonctionnement de l'organisme et sa résistance à ce qui peut lui nuire. Tout ceci ayant lieu de manière instinctive et interne à l'organisme et montrant bien que si inconscient il y a, empiriquement parlant, il ne s'agit pas de quelque chose de psychique qui serait une espèce de substance immatérielle à la Descartes, ou même simplement le cerveau lui-même tout seul. Nos pensées et nos actes sont liés à la totalité du corps que nous possédons, à son bon fonctionnement. Vous vous souvenez que Schopenhauer considère le corps comme le lieu où la volonté qui nous traverse et nous anime se donne à être ressentie de manière interne. Eh bien pour Schopenhauer, justement, la différence entre la volonté et la représentation, entre l'inconscient et le conscient, elle peut se traduire en des termes physiologiques. Le coup de génie de Schopenhauer, dont on n'entend jamais parler, c'est d'avoir réussi à convertir quelque chose que l'on considérait volontiers comme métaphysique et abstrait en une explication physiologique et reposant sur des bases scientifiques confirmées par la science de son époque. Pour l'instant, vous pourriez me dire que ça reste très théorique tout ça, et qu'en citant Bichat et Cabanis, je n'ai pas prouvé grand-chose, si ce n'est qu'ils avaient les mêmes intuitions que Schopenhauer, mais attendez un peu que je vous parle de la grande découverte de Marshall Hall. Marshall Hall, biologiste éminent du XIXe siècle, a fait une découverte majeure qui est celle d'un inconscient de type spinal, c'est-à-dire qui peut s'expliquer à partir de nos réflexes spinaux. Les muscles spinaux, ce sont ceux qui vont du haut de la nuque jusque dans le dos, et ou plutôt qui vont du bas du dos jusqu'en haut de la nuque, et où l'on retrouve, comme partout ailleurs, des nerfs, mais justement, l'intuition d'un primat de l'inconscient sur la conscience en tant que supériorité du vouloir sur l'intellect, elle a été prouvée de façon expérimentale par Marshall Hall, qui a tranché ces fameux nerfs liés aux muscles spinaux. Plus précisément, ce que Marshall Hall a fait, c'est qu'il a pris un reptile qui possède, tout comme nous, des vertèbres. Entre parenthèses, si vous n'êtes pas trop des quiches en anatomie, vous devez savoir que les vertèbres jouent un rôle essentiel dans notre motricité ainsi que dans l'élaboration de nos pensées, qui précèdent nos actions. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui se pète la colonne vertébrale peut finir au mieux paraplégique, au pire complètement légumifié, comme s'il n'était déjà plus de ce monde. Marshall Hall donc a trucidé un pauvre petit reptile, il lui a sectionné la moelle épinière entre la deuxième et la troisième vertèbre, très précisément, de telle sorte qu'il ne pouvait plus y avoir de liaison nerveuse entre ses nerfs responsables de ses mouvements et son cerveau qui lui aurait permis en temps normal des mouvements s'accompagnant de conscience. Eh bien, même dans cet état, en stimulant le corps du reptile, en le touchant, ce dernier continuait à bouger. En passant, ça marche aussi si on coupe un bout de queue à un lézard. Quand j'étais petit chez ma mère, qui vit assez proche de la nature, ça m'arrivait de me battre contre de vilains lézards et de pouvoir observer leurs petits bouts de queue continuer à remuer même après que je les ai vaincus. Bref, fin de la parenthèse personnelle. Le pire, c'est que les mouvements en question, donc ceux du reptile, étaient même assez violents. Comme si le fait d'avoir coupé la communication entre les nerfs de la moelle épinière et le cerveau avait rendu les mouvements de l'animal encore plus vifs. C'est typiquement le genre d'expérience scientifique qui fera dire à Schopenhauer que, décidément, la conscience, ou la raison comme vous préférez, c'est un gadget à l'échelle de la vie elle-même qui paraît bien secondaire. La grande découverte de Marshall Hall, c'est donc la découverte de la fonction réflexe de la moelle épinière qui permet une activité nerveuse inconsciente. Inconsciente dans la mesure où, ici, cette activité ne parvient pas à la conscience.
la moelle épinière peut permettre des mouvements étrangers au cerveau, qui est le siège de ce que l'on nomme la conscience en termes philosophiques. Certes, c'est intéressant, mais on pourrait se demander quand même, est-ce que la mise en évidence d'un point de vue scientifique de tels mécanismes prouve quelque chose par rapport à l'existence indubitable d'un inconscient de type physiologique? En quoi les fonctions du système nerveux dit végétatif peuvent être mises sur un même plan que le fonctionnement du cerveau responsable de notre propre conscience et que Schopenhauer considère comme le lieu où se forme la représentation à proprement parler? Eh bien, c'est là que l'on en arrive à un coup de génie de la part de Schopenhauer, car celui-ci va démontrer en s'appuyant sur la structure du cerveau et de notre organisme que ça n'a pas de sens de séparer le psychisme du corporel, et donc, comme le fera la psychologie freudienne plus tard, de faire de l'inconscient quelque chose d'exclusivement lié au psychisme. Un aspect très important de la théorie de la connaissance de Schopenhauer, et que je trouve génial mais que l'on retrouvait déjà partiellement chez Hobbes par ailleurs, c'est que l'on pense avec le corps, point que Nietzsche va reprendre et user jusqu'à la corde d'ailleurs. Or, le corps est le lieu où l'on peut sentir la volonté qui nous habite et nous anime. Notre conscience, qui n'est rien d'autre en des termes physiologiques que le cerveau, est ce que Schopenhauer conçoit comme étant le lieu de la représentation abstraite, c'est-à-dire l'endroit où émergent nos idées, qui président à nos actions, est déterminé par une volonté inconsciente, qui a beau être métaphysique et passer pour un principe cosmologique dans le monde comme volonté comme représentation, peut en fait tout à fait être localisée empiriquement et traduite en des termes scientifiques. Je vais vous citer à présent l'extrait génial que j'ai découvert il y a un bon moment déjà, lorsque j'ai lu cet ouvrage complexe mais passionnant. Il s'agit d'un extrait du chapitre intitulé Physiologie et pathologie dans De la volonté dans la nature. Donc je cite: La conscience a son siège dans le cerveau et se limite donc aux parties dont les nerfs vont au cerveau. Elle disparaît d'ailleurs si on sectionne ces nerfs, ainsi s'explique absolument la différence entre le conscient et l'inconscient, et donc entre le volontaire et l'involontaire dans les mouvements du corps. Fin de citation. Donc vous voyez, le passage de l'inconscient au conscient, c'est une question d'ordre physiologique qui peut s'expliquer de façon mécanique. En fait, on peut distinguer ici deux cerveaux d'une certaine manière, un cerveau involontaire qui est constitué par les nerfs de la moelle épinière et un cerveau volontaire qui serait celui des nerfs cérébraux et qui concernerait toute volonté s'accompagnant de conscience de notre part. Vous avez d'un côté les nerfs présents dans la moelle épinière qui remontent le long de notre colonne vertébrale jusqu'au cerveau et qui transmettent des informations importantes et permettent la formation des idées. Et par exemple, aussi parmi ces informations-là, il y a la douleur qui permet d'éviter des dangers imminents également. Et vous avez de l'autre côté les nerfs cérébraux localisés dans la partie haute du cerveau qui reçoit les informations. Il s'agit du lieu de la connaissance et de notre faculté de représentation pour Schopenhauer, mais justement cette partie haute du cerveau est précédée dans son fonctionnement par un traitement actif de nos sensations et de leur conversion en idées qui a lieu en fait entre le passage de la moelle épinière aux nerfs cérébraux du cerveau. Le passage de l'inconscient au conscient s'explique donc de façon scientifique et empirique par le passage des pulsions instinctives liées à notre organisme qui sont converties en idées transmises dans un premier temps sous la forme d'influx nerveux qui remontent le long de la moelle épinière. Et ensuite, eh bien justement, ces influx nerveux vont donner lieu à des idées au sein même de la partie haute du cerveau grâce aux nerfs cérébraux. On peut donc conclure avec Schopenhauer que l'inconscient est effectivement ce qu'il y a de plus réel et de plus répandu à l'échelle de la vie elle-même, en opposition à la conscience, et que la conscience comme lieu de la représentation qui est le cerveau ne reçoit jamais que ce que notre propre corps a ressenti. Passer de l'inconscient au conscient, c'est constater que nous avons des idées qui sont le produit d'une volonté première sur notre intellect, toute volition de notre part n'étant pas éclairée par des motifs rationnels en vue de notre propre conservation.
Voilà, j'ai enfin terminé mon itinéraire sur l'inconscient et j'estime avoir abordé un sacré paquet d'approches au niveau philosophique. Il n'y a pas eu une tonne de philosophes à avoir développé une grande théorie là-dessus. Je pense avoir abordé tous ces aspects en les problématisant à ma manière et en fonction de mes affinités philosophiques évidemment. Mais j'espère surtout vous avoir appris des choses, c'est l'essentiel. On aura vu que l'inconscient est pensé par opposition au conscient, comme ce qui résiste aux dimensions impersonnelles et sociales perceptibles uniquement en surface, avec Bergson puis Freud, que cet inconscient était pensable uniquement sur un plan corporel et non dynamique, avec Descartes, comme une limite nécessaire de nos connaissances sur un plan perceptif avec Leibniz, comme tout ce qui n'apparaît pas à la conscience par définition. On a vu tout de même que si l'inconscient demeurait étranger à la conscience et difficilement connaissable, il n'en demeurait pas moins nécessairement premier et antérieur à notre conscience, car il fallait bien le penser de façon dynamique pour que celui-ci ait un impact sur nos idées et puisse servir d'outil d'interprétation pour expliquer ce qui dévie de l'habituel, qu'il s'agisse des pathologies avec Freud ou des événements historiques notables avec Hegel. On aura vu en définitive que la seule opposition valide, pas seulement à titre d'hypothèse sur un plan scientifique et empirique d'un inconscient, c'était celle qui pouvait se traduire pas seulement par des concepts philosophiques, mais par des termes scientifiques et une localisation précise et physiologique de ces concepts-là. Ceux de volonté, ou nerfs de la moelle épinière responsable de l'activité inconsciente de notre organisme, et ceux de représentation, ou nerfs cérébraux par lesquels nos volitions inconscientes sont alors éclairées par des motifs à partir desquels nous développons nos pensées et agissons. Toutefois, penser l'inconscient, c'est également penser ce qui n'apparaît jamais de façon claire et directe à la pensée, et l'on pourrait se demander si cette séparation entre nos pulsions et notre intellect ne cache pas une préservation vitale face à la vérité dans son ensemble, qui demeure superflue ou nuisible à notre conservation. Notre conscience du réel est-elle nécessairement limitante pour mieux nous permettre de l'accepter, et la recherche de la vérité a-t-elle réellement un sens en tant que base même de l'effort de recherche scientifique ou même philosophique? La prochaine fois, on débutera une longue série d'interrogations en lien avec la notion de vérité et la totalité des sous-notions qu'elle implique. Ça va pas se faire tout seul ou très rapidement tout ça. En attendant, je vous remercie de continuer à me suivre. J'espère vous avoir appris des choses ou que ma vidéo vous aura intéressé. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.